Masechet Baba Batra, Daf Ain Bet Amud Bet. On va commencer à partir de la 8e ligne. Bemai Ukimtala, Kerabi Shimon, Ema Sefa, Velorod Ella, Afilu Ikdish et Ilanot, Hazar Ikdish et Karka, Keshehu Pode, Pode et Ilanot Beshoviehem, Behozer ou Pode. Betzera Homer Serorim, Behamishim, Shekel Kaasef, Ve'ir Rabbi Shimon, Lizil Batar Pidion, Venifreku Agav Araihu, De Hasham Inan Lele Rabbi Shimon, De Azil Batar Pidion, De Tanya, Minain la Lokeach Sadeh Aviv, Ve'ikdisha, ואחר כך מת אביו, מניין שתהה לפניו כשדה אחוזה. תלמוד לומר, ואם עת שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו. שדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה. יצת זו שראויה להיות שדה אחוזה. דברי רבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר אומר, מניין ללוקח שדה מאביו ומת אביו, ואחר כך הקדיש, מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה. תלמוד לומר, ואם עת שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה שדה אחוזה, יצתה זו שהיא שדה אחוזה. Afin de comprendre le sujet, il faut rappeler la baraïta que nous avions étudiée à propos du din de Sadeh Ahouza. Lorsqu'une personne a offert au Beth Amikdash un champ, alors il y a une différence entre un champ qui s'appelle Sadeh Ahouza et un champ qui s'appelle Sadeh Mikna. Sadeh Ahouza, c'est un champ qu'une personne a hérité de ses parents, qui eux-mêmes ont hérité de leurs parents. Et ça remonte jusqu'à Yehoshua bin Nun, qui avait distribué la terre d'Israël et l'avait partagée entre les 12 tribus. Alors, ce champ-là, étant donné qu'il fait partie d'un patrimoine ancestral, ça s'appelle Sadeh Ahouza, un Sadeh qu'il tient et qu'il détient depuis ses ancêtres. Mais il y a Sadeh Mikna, un champ qu'une personne a acheté. Donc il est devenu propriétaire, non pas par héritage, mais par acquisition. Sadeh Mikna, il a été conné. Quelle est la différence entre les deux? La différence est la suivante. Si quelqu'un a offert au Beth Amikdash son champ, si c'est un Sadeh Ahouza qu'il a consacré au Beth Amikdash, maintenant, quand on va racheter ce champ du Gizbar, le responsable, le préposé au Beth Amikdash, il va revendre. Qu'est-ce qu'il va faire avec un champ? Il va revendre et l'argent sera reversé au trésor du Beth Amikdash. Eh bien, à quel prix le Gizbar va vendre ce champ? Si c'est un Sadeh Ahouza, la Torah elle-même a défini le prix. C'est un montant fixe, invariable. Et on a évoqué quels étaient les critères, c'est-à-dire quel est le prix, quel est le barème. Alors on va prendre le maximum. Le maximum, c'est quelqu'un qui va racheter ce champ tout de suite après le Yovel. Et donc il va payer le plein pot, car il va avoir une jouissance jusqu'au Yovel suivant. C'est-à-dire pendant 49 ans, il va pouvoir travailler ce champ et récolter la production agricole. Après 49 ans, il doit le rendre à son propriétaire. D'ailleurs, si ce champ n'a pas été vendu par le Gizbar, eh bien figurez-vous que ce champ va retourner au propriétaire, car ce champ a été sacralisé pour 49 ans.
d'un Yovel à l'autre. Le Yovel, c'est la 50e année. Donc on a 49 ans de jouissance. Si la surface de ce champ était de Homer, c'est-à-dire, dans le langage de Chachamim, Homer, c'est Bet Kor. Et Bet Kor, on avait dit que Kor, c'est une très grande mesure. C'est l'équivalent de 30 CA. 30 CA. 30 CA en surface, vous savez combien ça nous donne? Combien ça donne d'après vous? Si un Bet CA, c'est 2500 coudées carrés, eh bien, c'est 75 000 coudées carrés. Multiplié par 10, multiplié par 3. N'est-ce pas? Prenez 2500, multiplié par 10, ça fait 25 000. Multiplié par 3, ça fait 75 000. Parce que dans un corps, on a 30 CA. 30 fois 2500, c'est 75 000. Alors, si la personne avait offert au Beth Amikdash un champ qui mesurait 75 000 coudées carrés, qu'on appelle Bet Kor, ou dans le langage de la Torah, Homer, et le bonhomme vient acheter ce champ du Gizbar à la première année, juste après le Yovel, donc il a une jouissance de 49 ans, la Torah a fixé le montant de cette acquisition à 50 shekels. Hamishim shekel kasef. Ce qui veut dire que si on fait un calcul, au prorata, chaque année, ça coûte 1 shekel et 1 pundion. Puisque 50 shekels, donc déjà pour 49 ans, ça nous fait 49 shekels. Le dernier shekel, on le divise en pundionim. Dans un sela, dans un shekel, on a 48 pundion, plus le dernier pundion que va encaisser le shulhani, le changeur, au bureau de change, ce qui fait que chaque année vaut 1 shekel et 1 pundion pour une surface de Bet Kor, de 75 000 coudées carrés. Une fois qu'on a ce barème, après c'est très facile de faire des calculs. Si par exemple le champ il est 2 fois plus grand que ça, eh bien tu doubles. Si le champ il fait la moitié de ça, eh bien tu divises. Fais un quart de ça, tu divises. Et en quelle année, ça dépend aussi combien d'années il nous reste d'ici le Yovel. Il te reste encore 40 ans, il te reste 30 ans, il te reste 20 ans, 5 ans. Eh bien au prorata, on a 1 shekel et 1 pundion par année pour une surface de Bet Kor. Mais quand est-ce que la Torah a fixé un barème, un montant invariable? C'est uniquement pour sa déahouza. Si on va aller acheter un champ qui avait été consacré au Beth Amikdash par une personne qui avait hérité de ce champ. Mais si c'est un champ qu'elle avait acheté et elle a vendu au Beth Amikdash, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas un montant fixe, mais un montant qui correspond au marché. Le cours du marché, c'est cela le prix, c'est ça le tarif. Combien un terrain pareil va coûter si Réhouven achetait un tel terrain à Shimon et il sait qu'au Yovel, il doit le restituer à son propriétaire, donc il a acheté pour un nombre d'années restant jusqu'au Yovel. Mais c'est en fonction du prix du marché. Il n'y a pas un tarif qui est fixe. C'est le marché qui décide, qui définit. Bon. Alors, maintenant, la Torah, on va voir comment elle s'est exprimée. Le passouk à ce propos, il est important d'observer la rédaction de ce passouk. Et on verra que les Hachamim ont déduit de la formulation du passouk une halakha importante. Mais qu'est-ce qu'on avait appris dans la Baraïta, où on avait dit que c'est Rabbi Shimon qui en est l'auteur.
Vous vous rappelez la braïta qu'on a étudiée hier? On avait dit, ça ne peut pas être Rabbi Akiva, ça ne peut pas être Hachamim qui contredisent Rabbi Akiva, ça ne peut être que Rabbi Shimon. Donc on avait dit que cette braïta, elle allait selon Rabbi Shimon. La Gemara aujourd'hui, qu'on va étudier aujourd'hui, eh bien, elle veut réfuter cela. Elle veut dire c'est impossible de considérer que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Shimon, car si tu observes la fin de la braïta, tu vas voir qu'il y a une halakha qui contredit l'opinion de Rabbi Shimon de par ailleurs, par rapport à un autre détail, pas ce qu'on a étudié hier, un détail qu'on va étudier aujourd'hui. Qu'est-ce que la braïta nous avait dit? Rappelez-vous, je le dis en amont, on va le lire, tout ce que je vous dis maintenant, on va le lire, mais déjà, juste rappelez-vous. On avait dit que si jamais la personne avait consacré au Beth Amikdash des ilanot, elle a consacré au Beth Amikdash des ilanot, un ilan, deux ilan, eh bien, quel est le din? Si le Gizbar va vendre ses ilanot, combien il faut payer? Combien il faut payer? Le prix des ilanot, combien ça coûte un ilan dans le marché? C'est ce prix qu'il faut payer. Nahon? C'est clair? Maintenant, si le bonhomme a été magdish 3 ilanot, excusez-moi, pardon, si une personne rachète, excusez-moi, si une personne rachète du Gizbar, du Hekdesh, rachète un ilan, combien paye pour le ilan? Le prix des ilanot. Si une personne rachète 2 ilanot du Hekdesh, combien paye? Le prix des ilanot. Mais si elle achète 3 ilanot du Hekdesh, alors automatiquement, elle acquiert aussi le sadé avec. Le sadé où se trouvent ces ilanot. D'accord? Parce que dans la Récha, on nous parle de quelqu'un qui a été makdish, 3 arbres, automatiquement, il a été makdish, le sadé avec, car 3 arbres, automatiquement, ça s'appelle sadé ilan, et il faut être makdish, le sadé avec, c'est-à-dire le sadé, automatiquement, il est kadosh. Mais quand on rachète, on n'est pas obligé de tout acheter. Moi, je suis intéressé que par un seul arbre. Eh bien, je paye le prix de l'arbre. D'accord? Mais si j'achète 3 arbres du Gizbar, dans ce cas-là, j'ai acheté les 3 arbres avec le sadé. Très bien. Rabotai, quelle est la différence entre quelqu'un qui va racheter un arbre et quelqu'un qui va racheter 3 arbres? Un arbre, il faut qu'il meure. Il faut qu'il rachète. S'il meurt, il ne peut plus replanter à la place. Il n'a acheté qu'un arbre. Très bien. Combien il a payé pour cet arbre? Le prix du marché. Very good. Maintenant, 2 arbres. Pareil, le prix du marché. Maintenant, s'il vient, il dit, Monsieur Gizbar, vendez-moi 3 arbres. Le prix du marché plus le prix du terrain. Non, les 50 shekels. Bravo. Dans ce cas-là, étant donné qu'il achète 3 arbres et ça s'appelle Sadé Ilan, on bascule dans le statut de Sadé Achouza. C'est-à-dire que désormais, ça ne s'appelle pas quelqu'un qui achète des arbres, ça s'appelle quelqu'un qui achète un champ d'arbres, un verger. Et la Torah, quand elle a donné le barème de Hamishim Shekel Kesef pour une surface de Betkor, elle n'a pas accordé d'importance aux arbres. Qu'il y ait des arbres ou qu'il n'y ait pas d'arbres, ce sera toujours 50 shekels. Alors maintenant, puisque ce monsieur vient acheter du Gizbar 3 arbres, qui dit 3 arbres dit Sadé Ilan. Qui dit Sadé Ilan bascule dans le statut de 50 shekels. Qu'il y ait des arbres ou pas, il ne payera pas du tout pour les arbres. Selon le prix du marché, il n'a pas payé pour les arbres, ce monsieur. Il n'a payé que pour le Sadé Ilan. Mais maintenant, quel est le din si dans la chronologie, le bonhomme n'a pas fait ça? D'abord, il a acheté un arbre. Après, 2 arbres. Après, maintenant, il achète 3 arbres.
Maintenant, il achète le sadé. Dites-moi, maintenant qu'il achète aussi le sadé, Il paye 1, 2, 3. alors combien il paye? 1, Ça marche pas, le prix des Très bien. Il paye 1, 2, 3. Very good. Il paye 1, 2, 3. jamais acheté le salaire, il est confus. Maintenant, Je ולא עוד אלא אפילו הקדיש את האילנות וחזר והקדיש את הקרקע כשהוא פודה את האילנות בשוויין וחוזר ופודה בית זרע חומר שעורים ו50 שקל כסף. En plus, si ce monsieur, écoutez bien ça, d'abord il a été Magdish les Ilanot, et après il a été Magdish le Karka. D'abord il a été Magdish les Ilanot, et après il a été Magdish le Karka. Quand il est podé et Ilanot, Beshoviam, Choser ou Poder, Betzera Homer Seorim 50 shekel kesef. Lors de la sacralisation, ce n'était pas une sacralisation globale du champ avec les arbres. C'était d'abord une sacralisation des arbres, et ensuite sacralisation du champ. Le Beth Amikdash a reçu 2 rentrées d'argent. Il a reçu d'abord des arbres, 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres, donc c'était chaque arbre individuellement. Et après, le bonhomme il a offert aussi le sadé. Étant donné que le Beth Amikdash a reçu le Beth Amikdash a reçu 2 rentrées d'argent. Quand il va vendre 2 sorties d'argent. Il va vendre tout le bénéf. C'est-à-dire que le capital du Beth Amikdash était le prix des arbres d'une part et le prix du champ d'autre part. Alors si maintenant le bonhomme vient, il y a quelqu'un qui vient pour acheter, qu'est-ce qu'il va devoir payer pour acheter? Eh bien il va payer pour les arbres séparément et pour le champ séparément. D'accord? Rabotaï, la Gemara s'arrête là-dessus. Et elle va dire, ça, c'est pas possible que ce soit Rabbi Shimon. Pourquoi ce n'est pas possible que ce soit Rabbi Shimon? C'est un achana. Regardez, on va lire ensemble, s'il vous plaît. Venez, on va lire, je vous en prie. Comme ça, je voudrais juste que vous voyez ça dans les mots, et après je vous écoute. Bemai okimtala, qui est Rabbi Shimon. Comment tu as établi cette braïta? Selon qui? Tu as dit que c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur de cette braïta? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ma Sefa relie la fin de la braïta qu'on avait étudiée. Qu'est-ce qui est écrit? Velorod ela afilu ikdish et ilanot vechazar vikdish et karka כשהוא פודה את האילנות בשוויים, חוזר ופודה בית זרע חומר שעורים ב50 שקל כסף. La Braïta nous a enseigné dans la Sefa que si le bonhomme a offert d'abord les arbres et ensuite il a offert au Beth Amikdash le champ, si ensuite il vient et il rachète, il doit d'abord racheter les arbres et ensuite racheter le sol, le terrain. Combien il va payer? Il va payer le prix des arbres séparément et le prix du sadé séparément. 50 kesef, 50 shekels. Ve'i Rabbi Shimon, lizil batar pidion, venifreku agavarayhu. La Gemara dit impossible que ce soit Rabbi Shimon. Pourquoi? Car Rabbi Shimon, de par ailleurs, il nous enseigne un principe selon lequel il est impossible de le mettre au diapason, de le mettre en adéquation avec cette braïta. Je vais lire la braïta et après je reviens pour expliquer. Detanya, minayin la lokeach sadeh me aviv vehikdisha ve'acharkach met aviv. Minayin shete lefanav kesade achuza. Talmud lomar. Ve'im et sede miknato asher lo misede achuzato. Sade she'ena reuya liot sade achuza. Yatzta zo she'reuya liot
Sadeh Ahouza. Divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire d'abord ce qu'on vient d'apprendre et après la Kushia. Rabbi Shimon nous enseigne que si jamais quelqu'un a acheté de son père un champ, c'est possible. Quelqu'un qui a acheté un terrain de son papa. Le père avait besoin d'argent. Le fils était riche. Le père dit au fils, dis-moi mon fils, t'as pas envie de m'acheter ce terrain, ce champ? Il dit, papa, avec plaisir. Et ils se sont mis d'accord sur le prix, il lui a vendu. Vous savez que ce champ-là, maintenant, comment il s'appelle? Il s'appelle Sadeh Mikna, a priori. Il a acheté. Et donc maintenant, si jamais le fils a été Makdish, d'accord? Il a sacralisé le champ. Il a acheté le champ de son papa et il a sacralisé. Et maintenant, quelqu'un vient et achète ce champ du Gizbar. Il va payer quel prix? Il va payer le prix réel, selon le cours du marché, ou bien est-ce qu'il va payer le prix fixé par la Torah pour un Sadeh Ahouza? Quel est le statut de ce champ-là? Est-ce que ce champ s'appelle Sadeh Ahouza ou Sadeh Mikna? C'est pas un héritage, il a acheté. Bravo, bravo. Vous êtes logique. Et pourtant, Rabbi Shimon, dans ses mahloket, ce que vous dites, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir va dire, ce champ-là n'a pas le statut de Sadeh Ahouza. C'est un statut de Sadeh Mikna. Et puisque le fils a acheté du père et ensuite il a sacralisé, ça s'appelle Sadeh Mikna, celui qui va acheter ce champ du Gizbar, il payera le plein pot, c'est-à-dire le prix fixe, le prix du marché. Mais Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda disent non. Ils disent il payera le prix fixé par la Torah. Quand la Torah a fixé le barème de Sadeh Ahouza. Comment ça se fait? Alors, nous on a cru maintenant que Rabbi Shimon, il pense misvara, que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Ça, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire que le bonhomme est mort après. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le père a vendu au fils. Le fils a été Makdish. Ensuite, le père est mort. Ça, j'ai oublié de vous dire. Le père est mort. Mais il n'y a plus de rapport avec l'héritage. Bravo. On parle pas d'héritage. Non, mais même il est mort. C'est plus d'héritage. Excellent. Ce n'est plus un héritage. C'est un champ acheté. Et pourtant, Rabbi Shimon dit que si le père est mort, eh bien, ce champ-là, étant donné qu'au moment du Pidion, écoutez ça, au moment du Pidion, c'est quoi Pidion? Le rachat. Lorsque quelqu'un est venu acheter le champ du Hekdesh, ça s'appelle Pidion. Quand il vient racheter ça, à ce moment-là, le père est mort. Le fils a acheté, le fils a consacré au Beth Amikdash, le père est mort, et maintenant il y a un monsieur qui vient qui achète. Il achète ce champ du Gizbar. Ce champ-là, il s'appelle Sadeh Ahouza ou Sadeh Mikna. Eh bien, c'est la mahloket. Rabbi Meir dit, ça s'appelle Sadeh Mikna. Il paye le prix du marché. Rabbi Shimon dit, ça s'appelle Sadeh Ahouza. Sadeh Ahouza. Pourquoi? Étant donné que le père est mort, eh bien, on considère que le terrain que le fils avait acheté, désormais, il se transforme en héritage. C'est-à-dire que le droit du fils est un double droit sur ce terrain. Primo, il a été acquéreur. Secondo, il a été héritier. Il a hérité de quelque chose
dont il n'avait pas besoin d'hériter, mais c'est un héritage de facto. Étant donné que c'est un héritage de facto, même si ça n'a pas d'impact, mais ça s'appelle héritage aussi. Et par conséquent, le sadé, il change de statut. Il s'appelait sadé mikna. Mais maintenant que le père est mort, il s'appelle sadé ahouza. Donc dans les mains du Gizbar, ça a changé de statut. Avant la mort du père, ça s'appelait sadé mikna. Après la mort du père, ça s'appelle sadé ahouza. Le pidyon, il s'est fait quand? Après la mort du père. C'est pas déjà un sadé qui, on a dit. Le fils, il avait déjà consacré au Beth Amikdash. Et alors, comment il peut revenir c'est pas logique. Ça veut dire qu'il y a ici une théorie qui est celle de Rabbi Shimon, a priori. Rabotai, je vais vous rassurer. Je suis très content que vous êtes révoltés. Hazak ou Baruch. Je vais vous dire, votre révolte est légitime parce que la Gemara Be'emet, elle va dire, en fait, ce n'est pas juste une logique. C'est basé sur un pasouk. Et si c'est un pasouk, c'est un pasouk. On n'a rien à faire contre le pasouk, évidemment. Mais, pour l'instant, la Gemara ne connaissait pas le pasouk. Et elle a cru que c'était une logique, un raisonnement de Rabbi Shimon. Et c'est quoi son raisonnement? C'est qu'on ne va pas d'après le passé, mais d'après le présent. Au moment du pidyon, quand est-ce que le bonhomme est venu faire pidyon? S'il était venu faire pidyon avant la mort du père, alors à ce moment-là, il aurait payé le prix du marché. Mais s'il vient faire pidyon après la mort du père, étant donné que la mort du père change le statut du sadé, qui était autrefois sadé mikna, mais qui est devenu sadé achouza au niveau statutaire, alors maintenant que tu vas faire pidyon, tu vas payer pour acheter ce champ, tu payeras selon le barème fixé par la Torah pour un sadé achouza, et non pas selon le cours du marché, qui est le prix de sadé mikna. C'est ce qu'on avait cru. Et si on part sur cette base, de croire que Rabbi Shimon s'appuyait sur un raisonnement logique, c'est quoi le raisonnement? C'est qu'on va d'après le présent. Le moment du pidyon, c'était après la mort. Mais Rabbi Meir qui dit on paye le prix par rapport au sadé mikna, on reste sur le statut ancien. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il va d'après le passé. Au moment où il a été Makdish, c'était sadé mikna. Tu vas d'après le moment où il a été Makdish, et au passé, et non pas par rapport au pidyon, par rapport au présent. C'est ce qu'on a cru. Alors si c'est comme ça, eh bien Rabbi Shimon se contredit. Qu'est-ce qu'a dit la braïta qu'on a prise précédemment? Écoutez bien. Quelqu'un qui a été Makdish d'abord des arbres. Et ensuite, il a été Makdish le sadé. Si on vient acheter le sadé et on vient acheter les arbres, il faut payer le prix des arbres et le prix du sadé. Pourquoi? Parce que tu vas d'après le passé. C'est-à-dire au passé, le bonhomme, il n'avait pas sacralisé la totalité ensemble. Il avait d'abord sacralisé les arbres, et ensuite il a sacralisé le sol, le terrain. Alors même quand tu vas faire pidyon, tu vas d'après cette chronologie, c'est-à-dire tu payes d'abord les arbres, et tu payes aussi le terrain. Puisque tu vas tout acheter, tu payes séparément. Pourquoi tu payes séparément? Parce que tu vas d'après le passé. Et dans le passé, comment ça s'est passé? D'abord, il a consacré les arbres. Le Beth Amikdash a gagné le prix des arbres. Ensuite, il a sacralisé le sadé. Le Beth Amikdash a gagné le prix du sadé. Quand tu vas faire pidyon, tu vas d'après cette chronologie. Tu payes pour les arbres, tu payes pour le champ. Mais si tu dis que c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur de cette baraïta, ce n'est pas possible. Car Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit qu'on va d'après le présent, et pas par rapport au passé. Par rapport à l'heure du Pidyon, et pas par rapport à l'heure de la Hakdasha. Rappelez-vous, le garçon, le fils, il a été Makdish, le champ Beth Amikdash, en tant que Sademikna. Mais le bonhomme qui est venu racheter, il a fait Pidyon après la mort du père. Après la mort du père, il est devenu héritier. C'est devenu Sadeh Achouza. Alors il paye comme un Sadeh Achouza ou il paye comme un Sadeh Mikna? Sadeh Mikna comme le passé ou comme Sadeh Achouza comme le présent? C'est-à-dire, l'heure du Pidyon, c'était après la mort du père. Mais la Hakdasha, c'était avant la mort du père. Donc, est-ce qu'on va d'après le statut du champ avant la mort du père ou après la mort du père? Comme au moment du Kinyan, quand il avait été Magdish, ou bien par rapport au moment du Pidyon. Alors, à Botaï, la Gemara dit, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Qu'on va d'après quel? D'après? Non, Rabbi Shimon a dit qu'on va d'après le présent. Or, dans la Braïta qu'on a apprise, on a vu que Rabbi Shimon, il va d'après le passé, puisqu'il a dit tu payes le prix des arbres et le prix du terrain. Mais si on va d'après le présent, au moment du Pidyon, c'est inséparable. Les arbres, ils sont dans le terrain. Et qu'est-ce qu'on a dit quand quelqu'un a été Magdish la totalité? Le champ avec les arbres. On avait dit que c'est toujours 50 shekels. Ça ne change absolument rien qu'il y ait des arbres ou qu'il n'y ait pas d'arbres. Les arbres, ils sont assimilés au champ. Et le champ, il a un barème fixé par la Torah. 50 shekels. Alors pourquoi il va payer maintenant, le monsieur qui va racheter du Beth Amikdash, pourquoi il va payer deux prix? Il paye le prix des arbres et le prix du champ. Pourquoi? Mais au moment du Pidyon, au présent, au moment du Pidyon, c'est un seul champ avec des arbres. Alors qu'est-ce que tu dis? Non, il faut regarder le passé. Il faut se référer au moment de la consécration. Quand il a consacré au Beth Amikdash, il a consacré d'abord les arbres. Alors, il faut payer les arbres. D'abord, après, il a consacré le terrain, et bien il paye le prix du terrain. Mais pourquoi tu te réfères au passé? Mais Rabbi Shimon a dit qu'on ne se réfère pas au passé. On se réfère au présent par rapport au Pidyon d'un champ qui avait été offert par le fils, qui a été sacralisé par le fils, et après le père est mort. Vous entendez la question? C'est une question bombardesque, nucléaire. Tu ne peux pas dire que l'auteur de la Baraïta qu'on a étudiée hier, c'est Rabbi Shimon. La Baraïta qui se trouve dans Hamoud Aleph. C'est pas possible que ce soit Rabbi Shimon, car selon cette Baraïta, on va d'après le passé. Or, Rabbi Shimon, dans la Braïta d'aujourd'hui, dans ce Hamoud Bet, on voit que Rabbi Shimon, il va d'après le présent. Vous avez compris la question. La question, elle est basée sur le fait que on a cru que Rabbi Shimon s'appuie sur cette idée par rapport à un raisonnement logique. Rabbi Shimon se dit pragmatique. Rabbi Shimon, il va d'après le présent. Au moment du Pidyon, qu'est-ce qu'il est le champ? Il est Sadeh Mikna ou Sadeh Achouza? Le père est mort, alors c'est Sadeh Achouza. On va d'après le présent. Alors si c'est comme ça, il dirait la même chose par rapport à quelqu'un qui va faire Pidyon d'un champ qui a été Mukdash en deux fois. D'abord les arbres, après le champ. Alors dans ce cas-là, si on va d'après le présent, on ne devrait pas considérer le moment de l'acte d'achat, car ça c'est le passé. Ce qui importe pour Rabbi Shimon, c'est le présent. Et donc au présent, il fait Pidyon de tout à la fois. S'il fait Pidyon de tout à la fois, pourquoi tu veux qu'il paye deux prix séparément? C'est la Kushia. Mais la réponse d'Agmara, elle est subtile, elle est belle, elle est lumineuse. Regardez Rabotai, ça valait la peine de venir aujourd'hui rien que pour cette réponse. Essayez de vous concentrer 45 secondes. Essayez de donner le maximum de QI, de quotient intellectuel pendant 45 secondes. La Gemara dit, en fait, détrompe-toi. Rabbi Shimon ne se réfère pas au présent. Il se réfère au passé, de manière générale.
tel que c'était au moment de la Kdasha. Il avait été Magdish 3 arbres d'abord, après il a été Magdish le Sadé, eh bien il payera le prix des arbres séparément et le prix du Sadé séparément. Comme on l'avait dit hier, Rabbi Shimon, c'est ce qu'il pense. Alors pourquoi aujourd'hui il dit le contraire, il va d'après le présent, pourquoi il ne va pas d'après le passé? Il te dit parce qu'ici, il y a un pasouk. Et le pasouk, il faut l'analyser. Et la Gemara va nous donner 2 possibilités d'analyser ce pasouk. Elle trouve une anomalie dans le pasouk. Et quand il y a une anomalie dans le pasouk, c'est pour faire allusion à un limoud. Mais où est l'anomalie dans ce pasouk? Et c'est quoi le pasouk déjà? Combien on va attendre pour entendre ce pasouk? Regardez le pasouk. Ve'im et sede miknato asher lo mi sede ahuzato yakdish lachem. D'accord? La Torah te dit, dans quel cas j'ai fixé le barème de 50 shekels jusqu'au Yovel pour le champ qui fait Homer, qui fait Betkor, c'est uniquement dans la mesure où c'était Sadeh Ahouza. Mais si c'est des Sadeh Mikna, dans ce cas-là, on va d'après le prix du marché. Alors à Botaï, quelle est l'anomalie dans ce pasouk? Regardez l'anomalie. Il est écrit Ve'im et sede miknato asher lo misede ahuzato yakdish lachem. Et si il s'agit d'un champ acheté, qui n'est pas un champ hérité. C'est le cas, là. Ouais. Posez-moi une question là-dessus. Et s'il a consacré à Dieu un champ acheté qui n'est pas un champ hérité? Quand ils vont le vendre au prix du marché. Oui. Quand il sera vendu au prix du marché. Mais maintenant, dites-moi quelle est la question qui se pose sur la formulation du pasouk. C'est pas le fils, là, on parle Le propriétaire? Non, le fils. Le fils qui l'a Non, l'homme est chané. La Torah, elle ne parle pas de fils et de père. La Torah, elle parle d'un homme qui a consacré un champ. Alors, la Torah, elle parle de 2 cas. Sadeh achuzato, sadeh miknato. un champ acheté ou un champ Oui. hérité. Alors maintenant, posez-moi une question sur ce pasouk. Il est acheté, on a dit. À Si qui il l'a achetait acheté? un champ À acheté. celui au père ou au fils? Non. La Torah dit quelqu'un qui consacre un champ qui a été acheté, qui n'a pas été hérité. Le champ acheté, les arbres qui sont dessus ne sont pas compris à l'intérieur quand il est goudage. Un champ hérité, Non. tout est compris. Non, Non, c'est pas ça qu'on a dit. non. Il n'y a pas de différence. Ah, entre un champ acheté et un champ Pareil, hérité. au niveau des 3 arbres, il n'y a pas de différence. Je voudrais que vous me posiez une question sur ce verset. Il y a une formulation anormale. La question, elle est très simple, elle saute aux yeux. Il y a une redondance inutile. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils vont ensemble. Alors écoutez, puisque la Torah n'écrit pas des choses anormales, c'est-à-dire anormalement, elle s'exprime correctement, pourquoi elle a écrit cette redondance, ce pléonasme? C'est pour te dire. Relisons toute la Braïta, s'il vous plaît. De Tanya, Minaïn la lokeyah, Sadeh me aviv. La Torah elle veut faire allusion au cas suivant. Quelqu'un qui a acheté un champ de son père, Veigdisha, et ensuite il a consacré au Beth Amikdash. Ve'achar kach met aviv, et ensuite son père est mort. Minaïn shetehe lefanav kesadeh achuza. Talmud lomar v'im et sede miknato, asher lo misede achuzato. Sadeh she'ena reuya liyot sadeh achuza, yatztazo she'reuya liyot sadeh achuza. Divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon te disent, tu veux savoir pourquoi la Torah, elle a écrit de cette manière? Quelqu'un qui a consacré un champ, qu'il a acheté, mais pas qu'il a hérité, c'est pour te dire que c'est seulement si c'était un champ qui était achetable et pas héritable. Mais si c'était un champ qui pouvait être hérité, pour un champ pareil, même s'il a été acheté, le prix sera différent.
C'est-à-dire... Un étranger, il avait acheté. Tout champ peut être héritable. Exactement, bravo, bravo. Si c'est un étranger qui l'a acheté du père, et donc ça s'appelle Sademikna. Mais si c'est le fils qui a acheté du père, étant donné qu'au moment de l'achat, déjà ça s'appelait un terrain qui potentiellement peut être hérité, alors même s'il a acheté, il ne rentre pas dans le statut de acheter, il rentre dans le statut de Sadeh Achouza. C'est pour ça que la Torah, elle s'est répétée. Elle te dit, et si c'est un champ acheté qui n'est pas hérité, évidemment, s'il est acheté, c'est qu'il n'est pas hérité. C'est pour te dire qu'il n'est pas héritable. Un champ qui n'est que achetable et pas héritable. Là, tu payes le plein pot, tu payes le prix du marché. Mais si il a été acheté par quelqu'un qui a le droit d'hériter, c'est-à-dire le fils, il a acheté du père, donc il y a un potentiel d'héritage, puisque c'est Raoui l'Irash, Raoui l'Iyot Achouza, alors c'est comme ça des Achouza. Ça c'était Rabbi Shimon. Mais Rabbi Meir dit non. Rabbi Meir Omer, Minayin la lokiach sadeh me'aviv u'metaviv ve'achar kach hikdish, Minayin shete lefanav kisdeh Achouza, Talmud lomar, ve'im et sedeh miknato asher lo misadeh Achouzato. Sadeh she'ena sadeh Achouza. Yatztazo shehi sadeh Achouza. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir dit, moi je comprends le pasouk autrement. La Torah, pourquoi elle s'est répétée a priori inutilement en disant Ve'im et sede miknato asher lo misede achuzato yakdish lachem. Je vais t'expliquer pourquoi elle a dit ça. Elle veut exclure le cas suivant. Le fils a acheté le champ du père et ensuite le père est mort et ensuite le fils a consacré le champ au Beth Amikdash. Là maintenant, dans ce cas, si on va aller racheter le champ, on payera le prix. Le prix de quoi? D'un champ hérité. Bravo. Pourquoi? Car au moment de la Hakdasha, quand il a été Makdish, à ce moment-là, c'était déjà après la mort du père. Donc le statut du champ a déjà basculé de Sadeh Mikna à Sadeh Achouza. À ce moment-là, en effet, si on va aller l'acheter, on va aller racheter ce champ du Beth Amikdash, on payera comme un Sadeh Achouza, c'est-à-dire 50 shekels fixés par la Torah, et non pas le prix du marché. Alors qu'il l'a acheté. Il a acheté. Oui. Il a donné. Bravo. Il a donné. Donc, d'un champ qui a été hérité. Si potentiellement il est héritable, c'est qu'il a un prix. Qui est le prix d'un héritage. Non. On ne rentre pas dans le prix que le fils a payé. C'est pas ça qui nous intéresse. Le prix que le fils a payé à son père, ça peut être un bon prix, un mauvais prix. On n'en a rien à faire de cela. C'est pas ça qui nous intéresse. Il n'y a que deux références pour nous. C'est soit le barème de la Torah, soit le prix du marché objectivement. Rabbi Meir, lui, Rabbi Meir, il va d'après le réel, pas d'après le potentiel. Il dit qu'il faut d'abord que le père soit mort et que le fils soit Magdish après la mort du père, que là on a déjà concrètement les éléments de l'héritage. C'est là qu'on peut dire qu'il a été Magdish un Sadeh Achouza. Et c'est cela ce que la Torah veut nous enseigner. Que quand est-ce que le Sadeh s'appelle Sadeh Mikna? Que si il a été Mukdash avant la mort du père. Mais s'il a été Mukdash après la mort du père, alors ça s'appelle désormais Sadeh Achouza. Ça c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Que même s'il a été Magdish avant la mort du père, puisque potentiellement il est héritable, alors ça s'appelle Sadeh Achouza. Et la Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas.
A priori, Rabbi Meir, c'est logique. Et par conséquent, comment Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda étaient persuadés que le pasouk, il vient nous enseigner une halakha qui est ce qu'on appelle deuxième degré. Toujours quand on fait une dracha d'un pasouk, d'abord tu commences étape par étape. Un petit ridouche, plus grand ridouche, et après encore plus grand ridouche. On ne peut pas brûler les étapes. Or ici, on a l'impression que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda ont brûlé les étapes. Regardez la question d'Agmara. Veilou Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Echad emet aviv, ve'achar kach hikdisha. Lo tzrich ikra. Ki tzterich kra, echad hikdisha ve'achar kach met aviv, mina lehu. Si Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda ont dit que ce pasouk vient faire allusion à quelle situation? Un fils qui a acheté de son père, ensuite il a été makdish, et ensuite son père est mort, et ensuite il y a quelqu'un qui vient acheter ce champ. Alors on dit que ça s'appelle Sadeh Achouza. Mais là, tu es parti loin. Qui te dit que la Torah veut t'enseigner cela? Peut-être que non. Là, tu es parti trop loin. Peut-être que la Torah est venue t'enseigner. Juste la halakha de Rabbi Meir. D'accord? Et là, la mishum de Azle Batar Pidyon. Est-ce qu'il faut dire que Rabbi Shimon y va d'après le Pidyon, c'est-à-dire l'instant présent et pas par rapport au passé? Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. On retombe à nouveau à la kushia qu'on avait posée depuis le début du shiur, que Rabbi Shimon se contredit par rapport à la braïta précédente. L'Agma dit non. Calme-toi. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Le'olam be'alma Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon lo azle badar pidyon. En général, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils ne vont pas d'après l'instant présent, ils vont d'après le passé, comme on avait appris dans la braïta précédente. Mais ici, pourquoi ils ont dit différemment? Ve'acha kra ashkehu ve'darush. Ici, ils se sont appuyés sur le pasouk. Ils ont fait une dracha du pasouk. Pourquoi? Comment ils ont fait une dracha? En fait, deux drachot. Im ken irtov kra ve'im et sedemik nato asher lo ahuzato. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'im et sedemik nato asher lo misede ahuzato. Il y a ici deux anomalies dans le pasouk. À chaque fois qu'on trouve une incohérence dans un pasouk, c'est pour faire une dracha. Deux incohérences, c'est deux drachot. La Torah fait allusion à des enseignements. One, two. Alors ici, il faut que tu trouves deux incohérences. Premièrement, c'est la redondance. Parce que si tu dis que c'est Mikna, évidemment, c'est pas Achouza. Alors pourquoi tu as dit l'homme il s'est dit Achouzato? Primo. Et admettons que tu veuilles faire allusion à une dracha, tu aurais pu simplement écrire comme ça. Ve'im et sede miknato, asher lo ahuzato. Ve'im et sede miknato, asher lo ahuzato. Pourquoi tu as rajouté les mots asher lo misede ahuzato? Bravo. Le mot misede est en plus. C'est pour faire allusion à quoi? À deux étapes, à deux drachot. C'est quoi? Premièrement, au cas où le fils a acheté de son père, et ensuite le père est mort, et ensuite il a été magdish, la Torah dit dans ce cas-là, c'est Sadeh Achouza, c'est pas comme Sadeh Mikna. Mais après, le mot Sadeh, qui en plus c'est pour dire encore plus que ça, même s'il a été magdish, pas après la mort du père, il a été magdish même avant la mort du père. Même dans ce cas-là, on bascule dans le statut Achouza, et pas Mikna. Ça, c'est une possibilité de trouver une deuxième incohérence dans le pasouk. Inami sadeh ahuzato, mai asherlo mi sadeh ahuzato. Même si tu vas dire que le mot sadeh, il fallait l'écrire deux fois, parce que la Torah, quand elle rédige un pasouk, elle est homogène, elle est cohérente, elle est symétrique. Alors il fallait écrire le mot sadeh deux fois, mais le même, il est en plus. Tu aurais pu écrire Ve'imet sede miknato asherlo sede ahuzato. Pourquoi tu as écrit asherlo mi sede ahuzato? Le mi, ça va faire allusion à un deuxième dracha.
que non seulement quand il a été Magdish après la mort du père, mais même quand il a été Magdish avant la mort du père, le statut du Sadé, c'est Sadé Achouza et pas Sadé Mikna. Pour nous dire qu'il payera combien? Celui qui va acheter le barème de la Torah et pas le prix du marché. Rabotaï, vous imaginez, avec une lettre, même une lettre en plus, on apprend une halakha. Ça veut dire que dans la Torah, il n'y a même pas une lettre en plus. Je précise juste les deux étapes. Le chidouche numéro 1, chidouche numéro 2. Le chidouche basique, c'est de dire qu'un fils qui a acheté le champ de son père, et ensuite son père est mort, alors là, s'il a été makdish le champ, c'est comme s'il est makdish un sadé achouza, et pas un sadé mikna. Pourquoi? Bien qu'il ait acheté avant la mort, mais maintenant que son père est mort, alors désormais, il y a un héritage. C'est-à-dire que le champ obtient un nouveau statut de sadé achouza. Et la Torah dit, Ve'imet sedé miknato asher lo misadé achouzato yakdish lachem. Donc au moment où il est makdish sadé achouza. C'est déjà un premier chidouche. Parce que nous, on aurait pu dire, ce monsieur, il a déjà acheté de son père. Ça y est. Comment tu peux changer le statut de ce champ? Eh bien, puisque son père est mort, ça change le statut du champ. Et puisqu'il a été makdish après la mort du père, la Torah te dit, considère plutôt la mort du père plutôt que l'acquisition. Car le père, en mourant, il a laissé un héritage. Alors même s'il n'avait pas acheté auparavant, du fait que son père est déjà mort, ça s'appelle Sadé Achouza. Et c'est un grand ridouche parce que on aurait pu dire, mais ça y est, il a déjà acheté. Alors si le père est mort, ça change rien. Non, la Torah dit, puisque le père est mort, ça change le statut. Une fois que le terrain a changé de statut, s'il est makdish, ça s'appelle Sadé Achouza. Mais maintenant, chidouche numéro 2, grâce au même, ou bien grâce au mot Sadé. C'est quoi chidouche numéro 2? C'est que non seulement dans ce cas, le champ s'appelle Sadé Achouza, comme a dit Rabbi Meir, Rabbi Shimon, il pousse le bouchon encore plus loin. Et il dit, même si la chronologie était inverse, qu'il a acheté de son père, et ensuite il a consacré au Beth Amikdash, et ensuite son père est mort, et maintenant quelqu'un vient acheter ce champ, comment est-ce qu'on va appeler ce champ Sadé Achouza, et donc il paye selon le barème de la Torah, ou bien est-ce que ça s'appelle Sadé Mikna, et donc il paye selon le marché? Eh bien, c'est ça ce qu'il dit Rabbi Shimon. Ça s'appelle Sadé Achouza. Pourquoi? Car au moment où il a été makdish, le champ qu'il a acheté de son père, ça s'appelle un champ qui potentiellement était héritable. Potentiellement est héritable. Puisqu'il y a un potentiel d'héritage, ça donne au champ le statut de Sadé Achouza au moment du Pidyon. Mais ça, c'est un chidouche phénoménal de Rabbi Shimon par rapport à une lettre. Et Rabotaï, on va terminer le Pérec en 2 minutes. La Gemara maintenant, elle va nous donner, elle va revenir à l'autre sujet, rappelez-vous, l'histoire de Sadan Ashikma et Harouv Amurkav. Amar Rabuna Harouv Amurkav et Sadan Ashikma Torat Ilan Alav et Torat Karka Alav. Torat Ilan Alav Dechad Akdisho Zabin Yesh Lo Karka Torat Karka Alav de lo Mizdaben Agavara. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on avait appris dans la Mishnah que Réhouven, qui vend un sadé à Shimon, eh bien, si dans ce sadé, il y avait des éléments étrangers, comme Gat, Shovach, Bor, eh bien, ce n'est pas vendu avec le sadé. Non, je parle de vente. Mocher, tout le monde est d'accord, même Rabbi Akiva est d'accord. Il y a la marloquette, elle est que par rapport au derech, l'accès. Gat, Bor, Shovach, tout le monde est d'accord, ce n'est pas vendu, car ce sont des éléments indépendants. Rabotaï. Quel est le din s'il y avait là-bas Harouv Amurkav et Sadan Ashikma?
On avait dit pas vendu avec. On avait dit que le Sadana Shikma et Haruv Amurkav, c'est très important. Vous savez quelle est leur importance? Et maintenant, j'arrive. À l'époque, j'avais dit ce mot, mais je ne me suis pas arrêté là-dessus. Là, on y arrive. La Gemara dit que carrément, comment tu peux considérer que ça ne fait pas partie du Sadé? Les petits arbres, ils font partie du Sadé. Et les deux grands arbres, ils ne font pas partie du Sadé. Même un arbre, un grand Haruv Amurkav, il ne fait pas partie du Sadé. Un grand Sadana Shikma, il ne fait pas partie du Sadé. Comment ça? Mais c'est un arbre. Et il a vendu le verger. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'il a une valeur plus valeur qu'autre chose. Bravo. Étant donné que c'est hyper important, c'est considéré comme un autre Sadé. Comme s'il y avait un Sadé dans un Sadé. Il lui a vendu le Sadé A et pas le Sadé B. L'arbre Haruv Amurkav ou l'arbre Sadana Shikma, c'est tellement important que c'est considéré comme un Sadé à part. Ok, alors dans ce cas-là, question. Quel est le din si Réhouven a vendu à Shimon 3 arbres? Qu'est-ce qui se rappelle? Quel est le din? Lorsque Réhouven vend à Shimon 3 arbres, il lui a vendu un arbre, c'est un arbre, stricto sensu. 2 arbres, 3 arbres, c'est comme un sadé. Very good. Rabotai, je vous pose une question. Quel est le din s'il lui a vendu 2 arbres et un sadana shikma? Est-ce que c'est considéré comme 3 arbres et donc il a le terrain là-bas? Vous vous rappelez déjà quelle était la formule du terrain qu'il doit lui donner? Tartehem, benehem, vechutzalahem kimlo ore vesalo. Sous l'arbre, autour de l'arbre, le sentier, la bretelle où il passe le cueilleur, et aussi entre eux. D'accord? Ce terrain-là, parce que ça s'appelle Sadé Ilan. Pourquoi ça s'appelle Sadé Ilan? Parce qu'il y a 3 arbres. Je vous pose la question, s'il y avait 2 arbres classiques, et un 3e arbre qui était un grand sycomore, ou un caroubier, un Haruv Amurkav, ou bien Sadana Shikma, est-ce que ça fait partie des 3 arbres pour dire qu'il lui a vendu un ensemble de 3, et donc il doit lui donner le terrain en dessous? Ou bien on va dire non, ça c'est une chose, et ça c'est autre chose. Les 2 arbres classiques, c'est une chose, et le grand Haruv Amurkav, c'est un champ à part. Si c'est un champ à part, ça n'a rien à voir avec les 2 autres. Alors on ne peut pas les associer pour qu'ils lui donnent le sadé en dessous. Alors Rabotai, écoutez ce que nous dit Ravuna. Ravuna dit, il pourrait y avoir un élément qui a un double statut. Le sycomore ou le caroubier, aussi important qu'il soit, mais il fait partie des 3 arbres. S'il a vendu 3 arbres, 2 arbres classiques, et un arbre sycomore ou Haruv, c'est considéré 3 arbres, il doit lui donner le terrain qui est en dessous. Comme 3 arbres classiques. Mais d'autre part, c'est considéré comme un élément à part, carrément comme un carca à part, pour dire que Réhouven qui a vendu à Shimon un champ, et là-bas il y avait des arbres, tout est vendu. Mais le grand caroubier ou le grand sycomore ne sont pas vendus. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de ce sadé, comme si c'était un sadé à part. Donc on a ici un double statut. Le sycomore ou le caroubier, il peut être considéré comme étant un arbre faisant partie de ce sadé, il peut être considéré comme étant un sadé à part. Ça dépend du sujet. S'il s'agit de quelqu'un qui a vendu 3 arbres, dont l'un des 3 c'est sycomore ou rien, eh bien il doit lui donner le terrain qui est en dessous. Mais d'autre part, un Réhouven qui vend à Shimon un sadé, et il y avait là-bas Haruv Amurkav ou Sadana Shikma, ce n'est pas vendu avec le sadé, parce que c'est considéré comme un sadé à part entière. Premier chidouche. Deuxième chidouche qui ressemble à celui-là, mais qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'est juste un chidouche similaire de quelque chose qui a un double statut. C'est quoi? C'est l'histoire du Homer. Vous savez c'est quoi Homer? Un tas de blé. La Torah nous enseigne le din de Shirha. Veshachachta Homer Basadé. Si quelqu'un a moissonné et il a fait des bottes de blé, maintenant, ces bottes de blé-là, il les ramène à la grange. Et figurez-vous qu'il a oublié 1 ou 2 bottes
est-ce qu'il a le droit d'aller les récupérer? Non. À qui il faut les abandonner? Aux pauvres. Leket, shirha ou pa, c'est pour les pauvres. Maintenant, quel est le din si comment il s'appelle? Ce Homer, il était énorme. Il faisait betseataim, c'est-à-dire c'était une botte de blé, pas une petite botte. Une botte qui faisait betseataim. Vous savez, c'est quoi seataim? 2 CA. Combien c'est le volume d'une CA? Qui est-ce qui connaît? Dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 4 logins. Dans un log, il y a 6 betsim. 6 x 4 et x 6, 24 x 6. Combien? Bravo, 144 E. Betsim. Le volume d'une CA, c'est le volume de 144 E. Imaginez-vous un carton d'œuf, il y a 30 E. Plusieurs cartons d'œufs. C'est pas beaucoup. Maintenant, imaginez-vous le double. C'est combien 144 x 2? 288 E. Imaginez-vous, un gros carton, vous mettez dedans 248 E. Alors, si le Homer, la botte de blé, elle est tellement volumineuse qu'elle correspond à 2 CA, c'est tellement important que ça ne s'appelle plus Homer, désormais ça porte le nom de Gadish. Et la Torah ne te dit pas que de laisser le Gadish dans le champ. Si tu as oublié un Gadish, tu peux aller le récupérer. C'est seulement si tu as oublié un Homer ou 2 Homer, les 2 Homarim que tu dois laisser. Alors maintenant, comment est-ce possible d'avoir une botte qui a un double statut? Statut de Homer et statut de Gadish. Regardez comment c'est beau. Amar Rav Huna, Homer, Shieshbo, Seataim, Torat Homer alav, ve Torat Gadish alav. Torat Homer alav, dishne Homarim shirha, shnaim, vehu enan shirha. Torat Gadish alav, ditnan, Homer Shieshbo Seataim, shechaho eno shirha. Regardez Rabotai, je vous pose la question, et là je sais que vous êtes capable de répondre. Quel est le din si le bonhomme avait 2 bottes classiques? Est-ce qu'il doit laisser aux pauvres ou bien il peut récupérer? Il les abandonne. Maintenant, s'il a 3 bottes classiques, Non, il les prend. bravo. Le din de Shireha, c'est uniquement une botte ou 2 bottes. Si on a oublié 3 bottes, Il les prend. on peut les récupérer. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est trop important. D'accord? Bravo. Maintenant, je vous pose une question, et là, la chokma. Quel est le din si le bonhomme a oublié dans le champ 2 petites bottes et une grosse botte qui fait plus de 2 CA? On prend le tout. Les 2 petites plus la Gadish. Maintenant, il a 2 petites Et la Gadish. et un Gadish. Le Gadish, est-ce qu'il s'appelle Homer? Non. Non, on a dit qu'il s'appelle Gadish. Et quand on parle de Shireha, c'est Homer. Les 2 petits s'appellent Homer. On prend ces 2 petites et prend le gros. Il les associe pas au truc. Les 2 petits. C'est comme le shikma. C'est comme le shikma et les 2 petits On arbres. les associe pas avec le gros. C'est comme... Alors, c'est ça la question. Ben oui. Est-ce que c'est associable ou pas associable? C'est un gros pas. Ah, Ben, quand il a vendu l'arbre, les 2 arbres avec le gros, la femme, il les a bien associés. Alors, la Gemara dit, c'est un double statut. Gadish et Homer. Tu peux considérer que c'est Gadish, même s'il était seul. On prend le grand et On peut aller récupérer. D'accord? Même si j'ai laissé un seul Gadish dans le champ, je peux aller récupérer. Mais d'autre part, si j'avais 2 petites bottes, petites, faciles, classiques, et aussi un gros Gadish, je le prends. est-ce que je peux aller maintenant récupérer les 3? Pourquoi? Parce que dans les arbres, j'ai parlé tout à l'heure de 2 petits arbres. Eh bien, la réponse, oui. Pourquoi? Parce que maintenant, ça obtient le statut de Homer. C'est ça ce qu'il a dit. Concernant l'association, l'assemblage avec les 2 autres, c'est considéré comme un Homer. Et quand il y a 3 Homer, on a le droit de récupérer. Mais concernant le din de Gadish, par exemple, s'il n'y avait que lui, tout seul, j'ai le droit aussi d'aller le récupérer. Et la Gemara conclut le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit à propos de Haruv Amurkav et Sadan Ashikma, si est-ce qu'ils sont inclus dans un champ, par exemple. Réhouven avait un champ où il y avait plein d'arbres. Et il y avait aussi un Haruv Amurkav.
et aussi Sadan Ashikma. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit? J'offre au Beth Amikdash mon verger. Quel est le din du Sadan Ashikma et Charouv Amurkav? C'est Kadosh ou pas Kadosh? Tout sauf le goût. C'est le dernier sujet, voilà, on termine là maintenant. C'est tout sauf le goût, peut-être, non? C'est dans tout, mais sauf le goût. Qui a dit ça? C'est trop demandé, non, c'est pas- Rabbi Shimon. Dans la Mishnah, on avait vu. Et la Gemara a expliqué que Rabbi Shimon, quand il a dit que c'est Kadosh, c'est uniquement d'après Hachamim. Mais les Shitato, c'est pas Kadosh. Pourquoi c'est pas Kadosh? Parce que Makdish, Be'ain Raham Makdish, comme Mocher, Be'ain Raham Mocher. Et donc le Sadan Ashikma et Harouv Amurkav, de la même façon que c'est pas vendu, ce n'est pas non plus sacralisé. Alors qu'est-ce que dit Reish Lakish? Il dit en fait, est-ce que le Harouv Amurkav et Sadan Ashikma ils sont sacrés ou pas? Ça dépend de Rabbi Menachem Bar Yossi et Chachamim. Rabbi Menachem Bar Yossi dit non, parce qu'il pense comme Rabbi Shimon, et Chachamim disent oui. La Gemara dit pourquoi Reish Lakish n'a pas dit que c'est une mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim? Pourquoi il a dit Rabbi Menachem Bar Yossi? Pour te dire, Hakamash Ma'alan. Des Rabbi Menachem Bar Yossi, qui est Rabbi Shimon Svirale. La chita de Rabbi Shimon, tout le monde la connaît. Mais c'était pour dire qu'il n'est pas seul. Rabbi Shimon, il est accompagné de Rabbi Menachem Bar Yossi qui pense comme lui. Hadran alacha mocher et abayim.